Bonjour à tous, cette semaine est particulière puisque dimanche c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Donc tous les collectionneurs sont invités à sortir leurs trésors pour faire partager leur passion. Voilà pourquoi moi aussi j'ai sorti un de mes trésors et que j'ai décidé de vous faire partager. Alors le virus, il n'y a pas de mots tellement c'est fort, de la plus belle voiture du XXe siècle. D'ailleurs quand elle est sortie en 1961 au Salon de Genève, Enzo Ferrari lui-même a déclaré, en voyant le coupé, « Ma, c'est la plus belle voiture du monde ». Ce modèle est ce qu'on appelle une série 1. C'est une 4 litres 2. La série 1, on la reconnaît à l'avant avec ses carénages de phare. C'est joli, c'est aérodynamique, mais je peux vous dire que quand il fait nuit et qu'il y a de la pluie, on ne voit absolument rien. À l'arrière, la type série 1 se reconnaît avec ces petits feux et puis ces demi-pare-chocs de chaque côté. C'est ce qui crée ce style qu'on peut dire léger. Ce qui est extraordinaire avec la Jaguar Type E, c'est que, outre sa ligne réellement à la fois intemporelle et inégalée par aucune autre voiture, vous ne verrez jamais une voiture dans la rue qui ressemble à une Type E. Et si vous voyez une Type E de loin, vous direz « Ah, c'est une Type E ». Eh bien, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que celui qui a eu ce dessin de génie, qui a conçu la voiture, Malcolm Sawyer, n'a pas cherché à faire une belle auto. En fait, il a conçu la Type E comme un avion. À l'arrière, vous avez une structure monocoque et à l'avant, vous verrez sous le capot qui fait 2 mètres de long, vous avez une structure tubulaire qui tient le moteur et les suspensions. Évidemment, on a l'impression que le capot fait la moitié de la longueur de la voiture et on n'est pas trop loin de la réalité. Je vous ai dit 2 mètres de capot pour une voiture assez longue quand même, puisqu'elle fait 4,46 m de long. On a un beau monospace dans cet encombrement-là. En revanche, et c'est là qu'on revient vraiment dans les années 60, l'auto ne fait que 1,66 m de large. Ah, je vais vous dire tout ce qui me fait craquer. Alors il y a les petits essuie-glaces. Il y en a 3, mais il vaut mieux pas rouler quand il pleut. Le petit rétroviseur, alors il n'était pas livré d'origine. En fait, la voiture était livrée sans rétroviseur. On a les petites poignées chromées à l'anglaise, c'est-à-dire que si vous passez la main comme ça, ben non, ça va pas. En fait, c'est fait, je tiens la caméra, mais c'est plutôt avec l'autre main qu'il faut appuyer pour ouvrir la porte. Et puis, regardez ces courbes, E comme érotique. Et je vous ouvre la porte arrière et la magie continue. C'est une des originalités qui fait préférer la ligne du coupé aux amateurs de design, l'ouverture du coffre arrière. Alors c'est anglais, donc c'est un peu compliqué. Voilà, on déverrouille de l'intérieur, on appuie là et regardez. On a en fait une porte, un haillon presque on pourrait le dire, de coffre qui s'ouvre à la verticale. Je vais changer la caméra d'angle pour que vous voyez bien comment ça se passe. On rentre dedans par l'arrière, avec un coffre qui est quand même assez généreux. Et puis vous verrez qu'on a l'impression à l'avant d'être un pilote de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. C'est compliqué d'ouvrir le coffre, ça l'est encore beaucoup plus d'ouvrir le capot. D'abord, on commence par déverrouiller un des côtés du capot, ce qui nécessite d'ouvrir la porte comme vous l'avez vu, voilà. Ensuite, je sais, alors si vous avez le feu, c'est pas pratique. Ensuite, on passe de l'autre côté, on fait la même chose. On déverrouille également le capot de l'autre côté. Et puis pour finir, quand le moteur est bien chaud, il y a un 3e déverrouillage ici. Et là, en général, aïe, on se brûle les doigts. Mais la récompense est extraordinaire. Ce 6 cylindres, c'est une véritable œuvre d'art. Un moteur qui a remporté, dans une version certes très différente, 5 fois les 24 heures du Mans. Ici, on a affaire à la version 4 litres 2 de la série 1, alimentée d'ailleurs comme la 3 litres 8 par 3 carburateurs HS8, un moteur double arbre à cam en tête, qui développe 265 chevaux et surtout 384 Nm de couple à seulement 4000 tours minute. Notre version a subi quelques petites modifications au niveau du collecteur, désormais en inox. Même chose pour le radiateur, ce qui permettra d'affronter les embouteillages avec un gros radiateur en alu. On a aussi des suspensions réglables. Et puis, chose importante,
c'est ça, c'est que d'origine, la Type E était équipée de 4 disques, la série 1, et ces étriers simples pistons du départ provoquaient beaucoup de frayeur quand on était à grande vitesse, parce que vous allez voir, ça roule très vite. Donc là, on a des étriers 4 pistons, plus de puissance, plus d'endurance. Tiens, pendant qu'on y est, les suspensions double triangulation à l'avant, comme sur une voiture de course avec une barre de torsion, comme sur les voitures de course aussi, des roues avec un moyeu central papillon, roues fil, des roues à rayons qui contribuent vraiment au confort. À l'arrière, c'était une révolution pour l'époque. On a une suspension à roues indépendantes avec double amortisseur. Ça tient extrêmement bien la route. Notez aussi, je ne sais pas si vous les voyez là-bas, les disques, on a des freins inboard qui sont accolés à la boîte pour diminuer les masses non suspendues et améliorer la tenue de route. Laissez-moi vous montrer pourquoi les gros américains ou ceux qui ont un peu d'embonpoint ou qui sont grands préfèrent le cabriolet à la version coupée de la Type E. D'abord parce que vous avez une porte qui est quand même assez étroite, pas très haute. La voiture culmine à 1,22 m. On a des bas de caisse qui sont assez proéminents. Donc pour rentrer dedans, il y a une petite gymnastique à faire. Voilà, avec l'habitude, ça va tout seul. Et on a vraiment l'impression de mettre un chausson. L'ambiance, c'est vraiment celle d'un chasseur de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce long capot avec un gros bossage au milieu. Et puis ce tableau de bord qui est constellé de cadrans. Un grand volant, ça c'est celui d'origine. Ça devient rare sur les Type E. Regardez les compteurs. À gauche, le tachymètre, il est gradué jusqu'à 260. C'est pas pour faire joli, puisque la voiture prend 240 chronos, imaginez, au début des années 60. À droite, on a le compte-tours qui tourne dans le bon sens ici, avec une pendulette, et puis des petits basculeurs. Ici, la température d'eau, pression d'huile, niveau d'essence, ampère-mètre, tout fonctionne sur celle-là. Et puis plein de petits contacteurs. Moi, ça, j'adore, et ça disparaît malheureusement sur la série 2. Sur la 4 litres 2, la boîte de vitesse, l'antique boîte MOS qui n'était pas synchronisée, fait place à une boîte Jaguar totalement synchronisée. Alors là, bon, elle a été remplacée sur cette version par une boîte Getrag à 5 vitesses. Ça permet de conserver un pont court à l'arrière tout en ayant une 5e surmultipliée. Vous allez voir, ça permet des accélérations canon tout en ne tournant pas trop vite quand on roule à 130. Sur la 4 litres 2 aussi, les sièges sont différents de la 3 litres 8. Fini les baquets, on a des sièges qui sont confortables et dont le dossier est réglable. Vous êtes prêts? Contact. On entend le clac-clac de la pompe à essence SU et puis une petite pression ici. Et voilà, le gros chat s'est réveillé. 6 cylindres qui a une sonorité absolument unique, à la fois comme un ronronnement, mais en même temps comme un gros chat sauvage. Ça, c'est pour les amateurs de voitures électriques. Avant de démarrer, vous remarquerez cette petite molette sur le volant. Ça permet de le régler en profondeur. On peut aussi le régler en hauteur, ce qui était rare. Ce qui est beaucoup moins bien en revanche, alors je vais passer derrière le volant pour vous faire voir, ce sont les pédales. Parce que d'abord, là, on n'a pas de repose-pied. Et puis, surtout, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sont très proches. Et on est décalé un peu vers la droite. L'explication, c'est que la voiture a été conçue pour circuler en Angleterre. Donc, les pédales étaient de l'autre côté. Bon, pour démarrer, première, c'est un peu ferme. Mais ça passe bien. Tiens, au chapitre des griefs, on a ça également. Un levier qui est positionné un peu haut. Il est souple, le gros matou, mais pas que, regardez. Voilà ce que peut faire un 6 cylindres Jaguar. Je vous rappelle, pour ceux qui avaient loupé l'épisode précédent, qu'on est à 265 chevaux, mais pour 1163 kg. Et sur le 4 litres 2, on a vraiment du couple, ce qui permet de rouler tranquillement en 4e ou comme ici en 5e, quand il y a un 5e rapport.
Dans les défauts, parce qu'il y en a, il y a la rétrovision. Bon, autant dire qu'on voit vraiment pas grand chose. Et puis, je vais pas vous faire la démonstration d'un créneau, mais le rayon de braquage est juste ridicule. Mais coup de peau, on a un grand volant, puis la direction reste quand même assez légère avec les pneus qui sont étroits. D'ailleurs, à ce propos, je conseille à ceux qui veulent acheter un petit peu de conserver, même si le look est différent, de conserver les roues un peu rentrées dedans, comme c'est le cas sur celle-là. D'abord, c'est d'origine, et surtout, ça fait moins travailler les trains roulants que quand on met des jantes avec un déport plus large. Ça a une belle gueule, mais au final, ça use plus la voiture. Un autre défaut de la Type E, mais du coupé cette fois, c'est que on a un habitacle. Heureusement aujourd'hui il fait pas chaud. On a un habitacle confiné, et lorsqu'il fait plus de 25 degrés dehors ou qu'il y a du soleil, eh bien c'est de la cuisson assurée. Donc il vaut mieux faire, comme beaucoup de propriétaires le font, d'abord isoler le tunnel central de la boîte de vitesse, là, voilà, isoler thermiquement, et puis même avec la ventilation à fond, malheureusement vous serez obligé de rouler les fenêtres ouvertes, et c'est quand même un peu bruyant. Le truc, c'est que aussi ça tient la route, et ça tient bien la route. Ça freine d'ailleurs, vous voyez, hop. On comprend que les Type E aient gagné pas mal de courses à l'époque. C'est facile, enfin facile jusqu'à la limite. Quand ça commence à être gramouillé par terre, il faut prendre des précautions ou avoir une voiture qui est réglée plus course que celle-là. Et si on veut garder du confort, franchement, ça marche vraiment bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et quel moteur! Illustration de la souplesse de ce gros moteur. Bon, hormis le fait qu'on a un peu de bruit à bord, on est à 2800 tours à 130 km/h. Et surtout, si j'accélère, bon là, petite voiture qui s'est mise devant, mais vous allez voir, il a encore pas mal de réserve. Voilà. Et on emmène comme ça le tachymètre jusqu'à 240 km/h. Je l'ai fait sur autoroute allemande, évidemment. La conso, si on roule gentiment, qu'on profite du couple, on peut rester sous les 11 litres au 100. C'est plutôt 16 litres quand on va rouler normalement, et plus évidemment si on veut rouler sportivement. On va tester les essuie-glaces juste pour que vous vous rendiez compte que c'est une voiture qui n'est pas faite pour rouler sous la pluie. On peut même aller, vous voyez, à 2 vitesses, ça balaye rien, et je précise que les balais sont neufs. Quand on a pris le volant de la Jaguar Type E série 1, on comprend pourquoi il y a eu un tel engouement au moment de sa sortie en 1961. Non seulement c'était une des voitures les plus performantes du monde, mais en plus elle était particulièrement accessible. Alors je sais, ça va vous faire sourire, mais une Type E comme celle-là, enfin c'était une 3,8 litres à l'époque en 61, c'était 2 fois moins cher qu'une Ferrari 250, c'était 3 fois moins cher qu'une Aston Martin DB4, et pour des performances qui étaient supérieures. Alors, aujourd'hui, on en est où? Tiens, déjà, je vais vous casser un mythe au passage. On a parlé d'Aston Martin. Vous avez sans doute tous fantasmé sur la DB5 de James Bond. Eh bien, je peux vous dire, et ceux qui en conduisent vous le diront également, qu'une Type E comme celle-là, c'est bien plus sympa, ça tient mieux la route, ça marche mieux, ça fait beaucoup moins camion à conduire, et c'est surtout beaucoup moins cher. En effet, dans un état impeccable, un coupé série 1, ça se négocie entre 120 et 150 000 euros. Si vous voulez une Ferrari équivalente, il faut rajouter un zéro, et on va dire il faut multiplier par 5 le prix si vous voulez une DB5.